Nous arrivons donc à l'instruction du recours devant la section des affaires sociales. Parlons d'abord des principes de base. Il y a lieu d'énumérer dans un premier temps ces principes qui sont édictés par la loi et qui gouvernent la façon dont les recours sont instruits au tribunal. Les audiences sont menées de manière à permettre un débat loyal. C'est l'article 9 de la loi qui le prévoit. Dans le respect du devoir d'agir de façon impartiale, toujours l'article 9. Le tribunal est maître de la conduite de l'audience. L'article 11 prévoit cela. Il doit mener les débats avec souplesse et de façon à faire apparaître le droit et en assurer la sanction. C'est toujours l'article 11 qui énonce ce principe. Enfin, il est tenu d'apporter à chacune des parties, lors de l'audience, un secours équitable et impartial. C'est prévu par l'article 12 de la loi. On peut donc dire essentiellement que le tribunal cherchera à instruire tout recours porté devant lui par un citoyen avec souplesse et équilibre. Parlons maintenant du déroulement de l'instruction. Après avoir effectué son entrée en salle, la formation de un ou de deux juges administratifs procédera à l'ouverture de l'audience. Le ou les membres de la formation seront présentés aux personnes qui sont en salle. Il sera demandé aux parties et à leurs représentants de s'identifier. L'ordre de l'instruction sera probablement brièvement présenté et il est possible que le tribunal demande aux parties ou, le cas échéant, à leur procureur de préciser l'objet du recours et les conclusions recherchées. Il est également possible qu'il s'enquiert des témoins annoncés et de l'existence d'admissions de part et d'autre. Il est également possible qu'il demande si l'une ou l'autre des parties a l'intention de déposer des documents en preuve qui n'ont pas encore été produits au dossier. Circonscrire de cette façon le débat avec les parties assure la transparence du débat qui se doit d'être loyal et favorise évidemment une audience qui sera plus efficace. Si des questions préliminaires sont soulevées, elles seront habituellement traitées en début d'audience. Le tribunal peut par ailleurs soit en décider séance tenante ou plutôt les prendre sous réserve. La partie sur laquelle repose le fardeau de preuve présentera d'abord sa preuve. En cela, le tribunal s'inspire du Code civil du Québec, bien qu'il ne soit pas lié par les règles de preuve en matière civile. L'article 2803 du Code civil du Québec prévoit que celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soulèvent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, à l'inverse, a été modifié ou est éteint, doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. L'article 265 du Code de procédure civile prévoit que lors de l'enquête, la partie sur laquelle repose la charge de la preuve procède la première à l'interrogatoire de ses témoins. L'autre partie présente ensuite sa preuve, après quoi la première peut présenter une contre-preuve. Devant la section des affaires sociales, le fardeau de preuve repose habituellement sur les épaules de la partie requérante. Toutefois, ce n'est pas toujours le cas. L'on peut penser notamment, en matière d'assurance automobile, que le fardeau de preuve incombe à la SAAQ lorsque la décision porte sur une réclamation pour fraude ou encore sur la suspension de l'indemnité de remplacement du revenu. En matière de régime de rente, ce sera Retraite Québec qui a le fardeau de preuve lorsque la question en litige en est une mettant en cause la cessation du versement d'une rente d'invalidité au motif que, selon Retraite Québec, une personne est considérée comme étant redevenue apte à travailler. Encore une fois, celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soulèvent sa prétention et celui qui prétend qu'un droit est nul, modifié ou éteint doit à ce moment-là prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. Ceci étant, il faut se rappeler que le tribunal est maître de la conduite de l'audience et qui mènera les débats avec souplesse. La partie requérante fera entendre ses témoins et la partie intimée pourra les contre-interroger. S'il y a une partie mise en cause, celle-ci pourra faire de même. Ensuite, la partie intimée va présenter sa preuve et faire entendre ses propres témoins. La partie requérante et le cas échéant la partie mise en cause pourront les contre-interroger. La partie mise en cause, s'il y en a une, pourra ensuite faire sa preuve de la même façon. Suite à la présentation de la preuve de la partie intimée, la partie requérante pourra, avec l'autorisation du tribunal, présenter une contre-preuve, c'est-à-dire une preuve complémentaire, afin de répondre aux nouveaux éléments de preuve amenés par la partie intimée, le cas échéant la partie mise en cause, et qui n'auront pas été traités lors de la preuve principale. En tout temps, le tribunal pourra poser des questions aux témoins qu'il croit utiles, notamment afin d'obtenir des précisions. L'article 132 de la loi édicte que la partie qui désire citer un témoin à comparaître
le fait au moyen d'une citation délivrée par un membre du tribunal ou l'avocat qui la représente et la signifie selon les règles de procédure du tribunal. L'article 24, RPTAQ, énonce que c'est la partie qui veut qu'un témoin soit cité à comparaître, soit pour témoigner et ou pour produire un document qui complète la citation. La citation devra ensuite être signée par un membre du tribunal. Elle doit être signifiée au moins 5 jours francs avant l'audience ou au moins 10 jours francs avant ce moment s'il s'agit d'une citation adressée à un ministre ou à un sous-ministre du gouvernement. En cas d'urgence, un membre du tribunal peut réduire le délai de signification, mais ce délai ne peut pas être inférieur à 12 heures. Enfin, une personne détenue ne peut être citée à comparaître que sur ordonnance d'un membre du tribunal, en joignant au directeur ou au gardien de l'établissement de détention, selon le cas, de conduire la personne devant lui pour y rendre témoignage. Comme devant tout autre tribunal, toute personne présente à l'audience peut être requise de rendre témoignage, même si une citation à comparaître ne lui a pas été délivrée. En principe, toute personne en état de rapporter les faits dont elle a eu connaissance est apte à déposer en justice et toute personne apte à témoigner peut être contrainte de le faire. Certaines assignations revêtent un caractère particulier. Ainsi, si vous voulez faire témoigner le représentant d'une personne morale, il vous faut déterminer la personne précise que vous voulez interroger. Il n'appartient pas à la personne morale de désigner elle-même le témoin. Par ailleurs, il y a des personnes qui sont déclarées non contraignables en vertu de dispositions expresses d'une loi et elles ne peuvent être assignées comme témoins. C'est le cas, par exemple, du vérificateur général du Québec. De même, en raison de l'indépendance judiciaire, un juge ne peut témoigner sur ce qu'il fait, dit ou décide dans l'administration de la justice. J'ai déjà fait référence à l'article 11 de la loi, qui invite le juge administratif à rejeter tout élément de preuve contenu dans des conditions portant atteinte aux droits fondamentaux et pouvant déconsidérer l'administration de la justice. Par ailleurs, l'article 139 de la loi indique que le tribunal peut refuser de recevoir toute preuve qui n'est pas pertinente ou qui n'est pas de nature à servir les intérêts de la justice. Ainsi, le tribunal pourra refuser de délivrer une citation à comparaître s'il appert que la preuve envisagée enfreint ces articles. Le juge administratif pourra par ailleurs exercer sa discrétion avant de délivrer une citation à comparaître. Il pourra s'interroger sur la pertinence d'une citation à comparaître et si celle-ci s'avère non pertinente, il pourra refuser de la délivrer. En cas de défaut de comparaître, le juge administratif évaluera d'abord la conformité de la citation, notamment si elle a été valablement signifiée. De même, en cas de contestation de la citation à comparaître, le juge administratif vérifiera la pertinence du témoignage, l'existence du document que l'on cherche à produire ou la confidentialité de l'information, le cas échéant. Une remise pourra être accordée si le témoignage de la personne assignée est essentiel, s'il est démontré que le témoin n'a pu, pour des motifs sérieux, se déplacer et qu'il a la ferme intention de comparaître à une date ultérieure. Si une personne a été régulièrement assignée, le témoin pourrait faire l'objet d'une ordonnance d'amener au moyen d'un mandat d'amener, ordonnant à tout huissier ou agent de la paix à procéder à son arrestation. Un témoin commet un outrage au tribunal s'il contrevient à une décision ou à une ordonnance exécutoire. Cet outrage ne peut cependant être sanctionné par le tribunal lui-même, il faudra plutôt procéder par requête en cour supérieure. L'article 25 RPTAQ énonce que la personne qui est entendue en qualité de témoin prête serment de dire la vérité. Le témoin qui ne comprend pas la nature du serment en est cependant dispensé, mais on l'informe de son obligation de dire la vérité. Le serment est celui de l'affirmation solennelle. Comme vous le savez, le témoin ordinaire témoigne sur les faits qu'il connaît. Le témoin expert livre pour sa part un témoignage d'opinion. Si vous voulez faire entendre un témoin à titre de témoin expert, vous devrez, dans un premier temps, lui poser les questions d'usage servant à établir cette qualité. Vous serez probablement invité, sinon par l'autre partie, peut-être par le tribunal, à produire son curriculum vitae. La qualité d'expert d'un témoin, certains d'entre eux témoignent relativement régulièrement devant la section des affaires sociales, sera souvent admise d'emblée par l'autre partie. Mais si tel n'est pas le cas, il y aura interrogatoire et contre-interrogatoire de ce dernier, représentation des parties
puis décision du tribunal écartant en tout ou en partie sa qualité d'expert ou au contraire reconnaissant cette qualité d'expert. Il arrive régulièrement devant la section des affaires sociales que les experts dont les rapports sont déjà produits au dossier ne soient pas présents lors de l'audience. En effet, la partie qui leur a demandé leur opinion peut avoir conclu que leur présence n'était pas nécessaire. Il est donc prudent pour la partie qui veut interroger l'expert de l'autre partie, dont le rapport est au dossier, de s'informer auprès de cette autre partie si celle-ci va faire entendre son témoin expert. Dans la négative, c'est à la partie qui veut faire entendre le témoignage de l'expert de le citer à comparaître. Étant déjà au fait de l'existence du rapport au dossier, la partie peut donc citer cet expert à comparaître si elle veut le contre-interroger. Ceci pourrait lui être opposé si elle soumet au tribunal qu'en l'absence de l'expert, elle n'est pas en mesure de faire valoir son droit au contre-interrogatoire et demande une remise en conséquence. Vous pouvez demander au tribunal d'ordonner l'exclusion des témoins de l'audience. Rappelons que l'article 279 du Code de procédure civile édicte que chaque partie peut demander que les témoins déposent sans prendre connaissance des autres témoignages. Cependant, à moins de circonstances exceptionnelles, une telle demande ne peut viser les témoins experts. Il en est de même au tribunal. L'exclusion des témoins s'explique par le principe de la recherche de la vérité. Ainsi, cette vérité risque de ressortir plus facilement si un témoin n'est pas influencé ou contaminé par un autre témoignage. Un témoin devrait livrer son témoignage plus naturellement, plus spontanément, s'il s'en tient à ce qu'il sait et non à ce qu'il a appris des autres, ce qui milite évidemment toujours en faveur de la vérité. Donc, le juge administratif a le pouvoir discrétionnaire d'accorder ou de refuser l'exclusion des témoins de fait. En pratique, l'exclusion de témoins de fait sera habituellement accordée lorsqu'une partie en fait la demande, à moins qu'une telle exclusion ne serve pas les fins de la justice. Rares sont les décisions du tribunal dans lesquelles il est indiqué que la demande d'exclusion a été rejetée. Il peut arriver que l'exclusion des témoins ne sera pas ordonnée compte tenu du contexte particulier de l'affaire. Les témoins experts ne font habituellement pas l'objet d'une ordonnance d'exclusion. Ceci tient au rôle qu'ils sont censés jouer devant le tribunal. Parce qu'ils doivent donner une opinion sur des faits qui sont susceptibles d'être mis en preuve à l'audience, il est normal qu'ils y assistent. Par ailleurs, comme ces témoins doivent donner une opinion et non témoigner sur des faits, le problème de l'influence ou de la contamination de leur témoignage n'est pas pertinent. Enfin, le fait qu'ils sont tenus d'être impartiaux milite également en faveur de la décision de ne pas les exclure. Encore faut-il qu'il s'agisse véritablement d'un témoin expert. Lorsqu'une partie au litige est une personne morale, il est normal qu'elle puisse être représentée à l'audience par une personne physique mandatée à cette fin. Cette personne aura le droit d'assister à toute l'audience, malgré quelque demande d'exclusion que ce soit. La jurisprudence confirme que l'exclusion des témoins ne vise ni la partie elle-même, ni son représentant. Parlons maintenant de la preuve en tant que telle. Soulignons à nouveau que le tribunal administratif du Québec, en vertu de l'article 11, est maître de la conduite de l'audience. Il doit mener les débats avec souplesse et de façon à faire apparaître le droit et en assurer la sanction. Parlons plus spécifiquement de la recevabilité de la preuve. Toujours en vertu de ce même article 11, le tribunal décide de la recevabilité des éléments et des moyens de preuve et il peut, à cette fin, suivre les règles ordinaires de la preuve en matière civile. Le tribunal doit toutefois, même d'office, rejeter tout élément de preuve obtenu dans des conditions qui portent atteinte aux droits et libertés fondamentaux des administrés et dont l'utilisation est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice. Enfin, l'utilisation d'une preuve obtenue en violation du droit au respect du secret professionnel est réputée déconsidérer l'administration de la justice. L'article 138 de la loi prévoit que le tribunal peut subordonner la recevabilité de la preuve à des règles de communication préalables. C'est le cas notamment lorsqu'une partie désire produire le rapport d'un expert. Parlons des rapports d'experts. L'article 26 RPTAQ prévoit que la partie qui a l'intention de produire en preuve le rapport d'un expert doit, à moins que le tribunal n'en décide autrement,
le déposer en 2 exemplaires au secrétariat du tribunal et en transmettre une copie aux autres parties à la date fixée par le tribunal ou, à défaut d'une telle date, au moins 15 jours avant la date de l'audience. Parlons maintenant de la preuve pertinente. L'article 137 de la loi prévoit que toute partie peut présenter tout moyen pertinent de droit ou de fait pour la détermination de ses droits et obligations. On a vu qu'en vertu de l'article 139, le tribunal peut refuser de recevoir toute preuve qui n'est pas pertinente ou qui n'est pas de nature à servir les intérêts de la justice. De façon générale, un élément de preuve est pertinent s'il est relié directement ou indirectement à un fait en litige, s'il est susceptible de faire progresser l'enquête, s'il est de nature à établir ou à rendre probable l'existence ou l'inexistence de ce fait. Bref, toute preuve utile qui concerne la question litigieuse et pertinente est donc recevable. Il appartiendra par ailleurs au tribunal d'en évaluer la force probante, c'est-à-dire le poids qu'il y aura lieu de lui donner. Rappelons que les articles 140, 141 et 142 de la loi traitent spécifiquement de la portée et de l'étendue de la connaissance d'office détenue par le tribunal. Ce qui fait partie de la connaissance d'office du tribunal n'a pas à être prouvé. La connaissance d'office a une portée plus large en droit administratif qu'en droit civil, et ceci est vrai au TAC, très certainement à la section des affaires sociales, compte tenu de son caractère spécialisé. Cette connaissance d'office consiste en le droit en vigueur au Québec, les faits dont la notoriété rend l'existence raisonnablement incontestable, et les faits généralement reconnus des opinions et des renseignements qui ressortissent de la spécialisation du membre ou à celle de la section à laquelle il est affecté. Sur ce dernier point, l'article 142 vient tempérer les effets de la connaissance d'office qui ressortent de la spécialisation du membre ou de sa section. Le tribunal ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit ou de fait relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, sauf celles qui y ont renoncé. Par ailleurs, le tribunal ne peut retenir dans sa décision un élément de preuve que si les parties ont été à même d'en commenter ou d'en contredire la substance. Passons maintenant aux plaidoiries. Le tribunal permettra à chaque partie ou à son représentant, le cas échéant, de faire ses représentations une fois la preuve déclarée close, avec droit de réplique pour la partie qui commence. Le tribunal vous permettra de vous exprimer librement sur les questions en litige. Il est recommandé de ne pas, en cours de plaidoirie, reprendre toute la preuve qui vient d'être entendue par la formation. Il est également reconnu que les meilleures plaidoiries ne sont pas nécessairement les plus longues. Il est possible que l'un ou l'autre des membres de la formation ait par ailleurs des questions auxquelles vous serez invité à répondre. Lorsque les circonstances le requièrent, les parties peuvent être requises par le tribunal de plaider par écrit. Après que les représentations de part et d'autre aient été entendues ou reçues, le tribunal prendra le dossier en délibéré avant de rendre sa décision. Une demande de réouverture d'enquête peut être faite au tribunal alors que le dossier a déjà été pris en délibéré. La formation saisie du fond devra se prononcer sur cette demande après avoir entendu les représentations de chacune des parties. La réouverture ne sera ordonnée que dans les cas qui le commandent.